suis content d'être là. Merci pour l'invitation, pour toute l'équipe de la Ligue de l'enseignement. On m'avait invité voilà, pour discuter et présenter les questions de harcèlement vécues par les jeunes. Et donc je vais vous présenter les enquêtes qu'on a pu mener sur les questions de harcèlement, alors notamment à l'école, mais on verra que ça déborde l'école, mais le harcèlement entre jeunes, et qui sont liés aussi aux questions de violence et de climat scolaire, puisque beaucoup de choses passent par l'école, même si elles ne se passent pas toutes dans l'école. Et donc on verra comment on peut agir sur ces questions-là, par l'école, mais aussi par le travail entre les différents acteurs et actrices éducatifs qui sont impliqués sur ces questions, où le travail ensemble est un des leviers les plus forts pour pouvoir travailler sur ces questions. Donc alors, peut-être pour resituer la question du harcèlement, et donc, du harcèlement entre pairs ou du harcèlement à l'école, hein, qui sont souvent confondus, puisque la plupart du temps, beaucoup de choses se passent à l'école, même si elles se passent en dehors, elles prennent place beaucoup dans les espaces scolaires. Donc pour resituer, on va passer par la question des problèmes éducatifs ou des problématiques éducatives qui sont un moyen de situer et de différencier entre le phénomène, ce qui se passe, et ce qui pose problème. Et il peut y avoir des différences qui permettent de comprendre parfois pourquoi quelque chose pose problème et comment on peut essayer de le résoudre. Donc les problématiques éducatives, ce sont des ensembles de problèmes qui semblent apparaître, ou au moins qui apparaissent dans l'espace public, donc on en parle, et qui perturbent les questions éducatives, et notamment l'école, qui mettent en difficulté l'école dans certaines de ses fonctions, et notamment ses fonctions ordinaires, qui sont d'abord de pouvoir transmettre des savoirs, de pouvoir faire œuvre d'action éducative envers les jeunes, qui sont les premières fonctions, alors qu'ils sont parfois en tension entre la dimension scolaire et la dimension éducative. Donc voilà, des fois on peut avoir une concurrence entre les deux qui peut être parfois difficile dans les actions en train de se faire. Et des fonctions aussi sociales et élémentaires qui sont notamment des fonctions de socialisation. On est socialisé par l'école, mais aussi par l'école dans son ensemble. Il y a une socialisation entre pairs, entre les jeunes, qui n'est pas forcément celle donnée par l'école, mais c'est un espace de vie sociale dans lequel on apprend et on grandit. Et donc ces problématiques, elles vont interroger ces questions-là. Et elles sont souvent liées à des questions sociales plus larges. On parle de harcèlement et de violence dans l'école, mais c'est lié aussi aux questions de violence en dehors de l'école, de violence dans la société. On parle de difficultés ou de difficultés sociales dans l'école qui sont aussi présentes à l'extérieur, des questions de laïcité qui sont aussi présentes à l'extérieur. Donc souvent c'est en lien avec des questions sociétales qui sont dans la société, donc l'école n'est pas hermétique à ces questions-là, mais elle est traversée par ces questions-là, et elles peuvent se poser de façon plus précise. Et enfin, c'est des questions qui sont souvent perçues comme nouvelles pour les acteurs qui sont concernés. Donc le harcèlement entre pairs et le harcèlement à l'école, on en parle depuis assez récemment. Et donc on verra que ces questions aussi d'apparition des problèmes, c'est une façon de mieux les comprendre et de voir comment on peut agir dessus. Donc ça c'est plusieurs problématiques qu'on a identifiées, et on voit qu'il peut y avoir des évolutions entre des liens entre elles. Donc les bleus, c'est les problématiques qui sont dans le champ scolaire, qui apparaissent dans le champ scolaire, et donc qui permettent de comprendre aussi comment elles se situent par rapport à l'évolution de l'école. Alors sans faire non plus toute une socio-histoire de l'école. L'école, en fait, elle commence à être accessible à tout le monde au cours du début du XXe siècle. Avant, on avait différentes écoles. On a un premier degré, donc ce qu'on connaît maintenant comme l'école primaire, à la première partie du XXe siècle, où tous les enfants en âge d'être scolarisés y vont. Et puis après, dans les années 60 à 80, on a le secondaire qui fusionne, et on a à la fin, dans les années 80, et plutôt à la fin des années 80, les élèves dans le même collège qu'on appellera le collège unique.
Et c'est quand on a tous les élèves ensemble, qui suivent les mêmes cours, qui ont les mêmes enseignants, que les difficultés scolaires apparaissent plus fortes et que la question de l'échec scolaire apparaît. Donc elle apparaît dans les années 80. Alors si on dit qu'elle apparaît, c'est qu'elle apparaît dans le débat public, dans les débats politiques, elle apparaît dans des textes, dans des rapports, c'est une question publique. Mais il y avait de l'échec scolaire avant. Et là, un des paradoxes, par exemple, par rapport à l'échec scolaire, c'est que c'est un moment donné où le problème est au plus bas, enfin où il est moins fréquent, qu'il devient un problème public, parce qu'il est plus visible et parce qu'il pose plus de difficultés aux enfants qui sont concernés. Et puis après, les problèmes vont se décaler, il va être remplacé par les questions de violence à l'école qui vont donc apparaître dans les années 90. Donc qui vont être plutôt des questions de perturbation dans les écoles, venant plutôt d'élèves dont on n'avait pas l'habitude d'avoir avec ce qu'on appelle les nouveaux publics. Et ensuite, on a donc le décrochage scolaire qui apparaît au début des années 2000. Donc ce qui pose problème, c'est plus l'échec scolaire, c'est le fait de sortir sans diplôme. Là encore, c'est au moment où on a le plus de diplômés, que celles et ceux qui n'en ont pas sont plus en difficulté, c'est plus visible, et donc ça devient un problème public. Et donc progressivement, après, on a d'autres problèmes qui émergent, donc celui du harcèlement qui émerge dans les années 2010. Donc tout ça pour dire qu'on a des évolutions de la façon de considérer les problèmes, mais ça porte sur des phénomènes ou des processus qui étaient présents avant, et souvent qui étaient présents sur des fréquences beaucoup plus grandes. Et donc on le verra par exemple sur les questions de violence et de harcèlement, on s'en préoccupe de plus en plus, mais il y en a beaucoup moins qu'avant, et il y a vraiment une différence entre ce qu'on perçoit et ce qu'on va viser à résoudre comme problème et ce qui se passe en termes de relations et de phénomènes de violence. Donc c'est important aussi à avoir en tête parce que comme c'est récemment que c'est devenu un problème, on s'en saisit maintenant, donc ça prend du temps aussi à comprendre et à les régler, et on devient plus attentif à ces questions-là, alors qu'avant on l'était beaucoup moins. De violence, de harcèlement, de violence, il y en avait beaucoup si... c'est la suite sur la question de la violence à l'école en tant que problème. On en parle dans les années 90. Avant, on n'en parlait pas. Et on en parle dans les années 90 avec des manifestations lycéennes, donc des lycéens qui descendent dans la rue et qui demandent plus de moyens, plus de sécurité dans leur établissement, plus de moyens financiers aussi, plus d'enseignants, etc. Et c'est à ce moment-là où on en parle, alors qu'avant, on n'en parlait pas. Mais c'est pas parce qu'on n'en parlait pas qu'il y en avait moins. Et si on voit les traces qu'on a, les témoignages, les histoires, il y a un film très éclairant sur cette question-là qui est La guerre des boutons. On voit que les situations sont violentes. Il y a aussi des pratiques enseignantes qui sont acceptées, d'avoir des sanctions physiques sur les élèves, ce qui était habituel. Maintenant, c'est rare et c'est interdit. Donc les violences, la question de la violence émerge et se pose la question de qu'est-ce qui se passe dans les établissements scolaires? Est-ce qu'il y a de la violence? Quel type de violence il y a? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Si on ne s'en préoccupe pas, on ne sait pas et on est sur nos représentations, nos expériences. Et donc on a peu d'avis sur finalement qu'est-ce qui se passe concrètement, notamment pour les personnes concernées. Donc on va avoir dans les années 90 sur les questions de la violence des questions pour voir comment on la définit et comment on peut la mesurer. Donc sur la question de la définition de la violence, il y a deux écueils qu'on a pu identifier. La première, c'est d'avoir un risque du spectaculaire et de se focaliser sur les violences spectaculaires qui existent, qui sont graves, qui ont des effets très forts. Mais si on se focalise seulement sur celles-là, ça invisibilise des violences qui sont moins visibles et qui peuvent avoir aussi des effets très forts et très graves et très importants. On l'a déjà évoqué pour les personnes qui sont concernées. Et le deuxième écueil, c'est de nier, de considérer la violence comme étant normale, comme étant quelque chose qui est forcément dans les rapports humains, etc., ou de nier qu'il y a de la violence. Et on verra que de pouvoir préciser cette définition, ça permet de mieux voir et de mieux percevoir
donc de mieux pouvoir la quantifier. Donc la première tendance dans les années 90, c'est de partir sur les catégories pénales, et donc de partir sur une définition large, donc c'est ce qui est pénal et ce qui est remonté. Donc de partir de celle-là, donc il y a, par exemple, on peut prendre ça, donc dans les années 2000, le thermomètre de l'éducation nationale, c'était le logiciel Signa qui faisait remonter en fait les informations qu'on avait. Et donc on a demandé à faire remonter les informations qui étaient remontées par les établissements, et donc on avait tous les faits, et notamment les délits qui étaient remontés et qui servaient à identifier quelle violence on avait, à quel taux, quelle différence il y avait d'un établissement à l'autre. On a rapidement, ça a changé, donc après il y a eu une méthode par échantillon, donc avec Civis pour faire remonter ces questions-là. Et en même temps, au niveau de la recherche, on a commencé à mettre en place des enquêtes de victimation. Les enquêtes de victimation, c'est on va demander aux premières concernées, donc les élèves et puis après les personnels, leurs expériences. Et donc là, on voit les différences sur une des premières enquêtes, il y en a eu dans les années 1990. Donc là, c'est aux années 2000 pour comparer les résultats entre ce qui est remonté de la part des services des établissements scolaires et ce qui est dit de la part des élèves. On voit que c'est beaucoup plus élevé dans ce qui est remonté pour les élèves. Donc il y a 6,3% des élèves qui disent avoir été victimes de raquettes au cours de l'année scolaire, alors qu'on avait 0,03% de la population. Les insultes qui sont beaucoup plus élevées, donc 73,2% des élèves qui se disent insultés, contre 0,23% déterminés par les remontées. Bon, bref, on voit que tous les chiffres en fait, de déclaration sont beaucoup plus élevés. Et donc ça peut paraître évident maintenant, mais ce qui est remonté par les établissements scolaires, c'est ce dont on est au courant et qu'on remonte effectivement. Et donc il y a beaucoup d'éléments dont on n'est pas au courant ou qu'on ne fait pas remonter, donc il y a une méconnaissance, une sous-déclaration des faits qui se passent de façon effective de la part des services. Donc les enquêtes de victimation permettent de mieux voir plus précisément ce qui se passe dans les établissements scolaires. Alors après, en termes de définition, on est parti, donc on l'avait évoqué tout à l'heure, là sur les définitions de violence. Il n'y a pas une définition de violence, il peut y en avoir plusieurs, et là, moi je vais présenter et discuter la violence, la définition qu'on utilise quand on mène des recherches sur les violences, notamment avec une entrée en sociologie, pour percevoir les expériences des individus, et notamment des élèves, mais aussi des personnels. Donc la première définition partait notamment de celle de l'OMS, donc qui a retenu dans les années 90 la question de l'usage intentionnel, donc c'était l'intention qui définissait la violence. Et puis après, on a eu d'autres définitions, et notamment celle de Claude Surelman, qui lui était plutôt sur les effets. Peu importe l'intention, mais c'est plutôt les effets. Si on a des activités, des actions, donc là en l'occurrence c'était à l'école, qui entraînent la souffrance, des dommages physiques, psychiques chez les personnes, à ce moment-là, c'est de la violence. Et c'est plutôt ces définitions-là qu'on va retenir après dans les enquêtes, et on va considérer que c'est violent si c'est perçu comme violent, et donc si l'enfant dit que c'est violent et qu'il le perçoit comme violent, ben c'est de la violence, c'est sur son ressenti, et donc on va aller interroger les ressentis, qui sont subjectifs et qui peuvent dépendre d'un individu à l'autre. Mais parce que par exemple, là, si on faisait un sondage sur un comportement particulier, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes perceptions, peut-être que ce ne serait pas considéré de la même façon. Et donc c'est plutôt considéré que pour certains ça peut être plus violent, et si c'est perçu comme étant plus violent, ben, la violence est plus grande. Et donc c'est là-dessus qu'on fait des enquêtes de victimation. Donc les enquêtes de victimation, on va interroger les expériences de victimes, donc de violences subies de la part des élèves. Et c'est des enquêtes qu'on alimente et qu'on modifie en fonction des enquêtes que l'on fait, des retours que font les élèves. À un moment donné, ces enquêtes ont été reprises et sont passées systématiquement par l'Éducation nationale, enfin par les services statistiques. Donc on en a régulièrement.
et nous, on prolonge l'outil, on le fait évoluer, on a rajouté des questions sur le cyberharcèlement, par exemple, et sur d'autres questions. Donc là, on va interroger les élèves pour savoir si ils ont subi des coups, s'ils ont eu s'ils ont reçu des injures, voir les différents types d'injures, si c'était à caractère racial, à caractère raciste par exemple, sur des questions de racisation par rapport à leur corps, s'ils sont mis à l'écart, etc. Et c'est des questions qu'on va modifier si jamais dans les restitutions, et quand on discute avec les élèves, ils nous disent ce serait bien de poser cette question-là, il y a aussi ça qui peut avoir un effet, etc. Donc on va poser ces questions aux élèves, et puis on voit après ce qu'il en ressort, et ça permet donc de croiser avec ces expériences-là et leur ressenti de leur expérience dans l'établissement scolaire pour pouvoir estimer le climat scolaire dans un établissement donc, qui est fait par les expériences de victimation, mais pas seulement, qui est aussi les perceptions des relations des élèves entre eux, des élèves avec les enseignants. Il y a aussi d'autres éléments tels que le sentiment de justice sur les sanctions, sur les évaluations, comment on se sent bien dans l'établissement, dans les locaux, etc. Pour pouvoir estimer le climat scolaire, donc le climat dans un établissement. Donc, la question du climat scolaire, c'est de pouvoir interroger le jugement et l'expérience de tous les acteurs et actrices qui sont dans un établissement. Donc on le fait plutôt dans les établissements scolaires, mais on pourrait le faire aussi dans d'autres lieux de collectivité. Et donc pour voir quelles expériences ils ont de la vie et aussi du travail, puisqu'on est aussi et d'abord à l'école pour apprendre, donc on interroge aussi sur leur expérience d'apprentissage. Et donc les définitions maintenant sur lesquelles on s'arrête, donc c'est qu'on va aller interroger et croiser les différents points de vue donc des élèves, des enseignants, de tous les personnels qui sont à un moment donné dans l'établissement scolaire pour percevoir leur perception du climat scolaire. Et puis on va pouvoir comparer et voir comment le climat scolaire impacte, c'est-à-dire fragilise ou prévient des questions de harcèlement pour ce qui nous intéresse, mais aussi comment il soutient ou il rend plus difficile les apprentissages. Bon, ça je peux passer. Et donc, un point qui est important, c'est que ce qu'on a trouvé, c'est que si on compare les perceptions du climat scolaire, donc on voit par individu et puis à l'échelle de l'établissement, le climat scolaire a un poids très fort sur la réussite scolaire. Et le climat scolaire, le climat qu'il y a dans un établissement, et donc la perception qu'on a du climat, agit fortement sur la réussite scolaire. Donc sur les capacités d'apprendre, sur les compétences scolaires. Donc ça, c'est ce qu'on constate en France, mais aussi à l'international, quand on croise toutes les recherches, c'est un des résultats qui est très fort. Donc pour dire qu'on travaille en même temps, si on travaille sur le climat scolaire, on travaille sur la réussite, mais on verra aussi sur les questions de harcèlement, et donc c'est un levier pour améliorer le climat dans l'ensemble. Et donc ça, alors il y a deux choses. La première, c'est que cette question du climat scolaire, c'est quelque chose qui dépend d'abord de l'établissement et pas du territoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des territoires qui concentrent des difficultés, mais finalement où le climat scolaire n'est pas plus mauvais que dans un autre établissement où le territoire concentre moins les difficultés. C'est-à-dire que le climat scolaire dépend pas du territoire directement, c'est-à-dire que les établissements où il y a plus de difficultés, c'est d'abord des établissements qui sont en difficulté, mais pas des populations qui sont en difficulté et donc qui sont plus violentes. Et la deuxième, c'est que le poids du climat scolaire sur la réussite scolaire est d'autant plus fort qu'on est dans des territoires, des territoires d'éducation prioritaire notamment, et qui concentrent les difficultés. C'est-à-dire que les publics qui sont plus dans des territoires favorisés, qui sont issus de milieux favorisés, ont moins besoin d'un climat scolaire positif, ils vont réussir par ailleurs, tandis que le climat scolaire a un poids beaucoup plus important, donc il y a beaucoup plus de choses en jeu pour les établissements qui sont plus en difficulté, et donc dans les territoires mixtes ou ségrégés socialement. Et donc ça, c'est
les éléments qui, en même temps, constituent le climat scolaire et qui vont soutenir le climat scolaire. Donc ça, c'est un travail qui a été fait et qui vise à rassembler les résultats des recherches pour voir qu'est-ce qui caractérise et qu'est-ce qui pèse le plus sur le climat scolaire. Et donc maintenant, c'est des connaissances et des documents qui sont diffusés largement dans les formations. C'est ces éléments-là qui constituent le climat scolaire et qui vont le renforcer. Donc la stratégie d'équipe, de travailler en équipe, donc d'être en capacité de travailler ensemble et d'avoir une équipe stable. Et donc dans les établissements qui sont en difficulté, c'est d'abord les établissements où les équipes tournent beaucoup, il y a des turnovers, et où les personnes les plus expertes et les plus anciennes dans l'établissement sont les élèves de troisième par exemple. Le deuxième, c'est la justice scolaire, donc c'est le sentiment de justice de la part principalement des élèves. Est-ce que pour eux les sanctions qui sont données sont justes et est-ce que selon eux les évaluations qui sont données sont justes? Les questions de pédagogie et de coopération, d'avoir donc des pédagogies qui font travailler les élèves ensemble et qui peuvent donc travailler collectivement et discuter aussi de ce qu'ils apprennent. Les interventions et l'attention sur la question de la prévention des violences et du harcèlement, donc par des projets, des programmes et des actions collectives. Les questions de coéducation qui sont principalement les liens qu'on peut avoir avec les familles des élèves. Les pratiques partenariales, donc de développer des partenariats ou des alliances avec des acteurs et actrices éducatifs principalement, mais d'autres aussi qui sont extérieurs à l'établissement et comment l'établissement travaille à un lien avec sa communauté. Donc l'ensemble est notamment constitué des associations et des différentes structures. Et enfin la qualité de vie à l'école, qui sont l'appréciation qu'on a des toilettes, des locaux, de la cantine, etc. Le point le plus important, ce qui pèse le plus, c'est la stratégie d'équipe, c'est de travailler en équipe. Et c'est le premier donc, qui pèse qui a le plus de poids sur tous les autres. Et donc si on veut travailler sur le climat scolaire, c'est d'abord celui-là. Et le deuxième, c'est la justice scolaire. Donc c'est-à-dire que pour travailler sur les questions notamment de prévention et de violence et de harcèlement, il faut d'abord pouvoir travailler sur le collectif et sur sa capacité à travailler ensemble et donc d'avoir les moyens de travailler ensemble aussi pour pouvoir améliorer le climat et pour pouvoir travailler le reste. C'est-à-dire que, et ça c'est on a fait des comparaisons, il y a des recherches qui font des comparaisons et ce qu'on voit c'est que par exemple sur la question des programmes, les programmes ils peuvent fonctionner et être très efficaces à certains endroits, moins à d'autres. Et si on a un programme qui est efficace dans un endroit, si on le met en place dans un établissement où l'équipe est en difficulté, tourne régulièrement et finalement n'arrive pas à travailler ensemble, le programme aura peu d'effet, voire ne sera pas efficace. Et donc c'est d'abord ces éléments-là, donc qui peuvent être soutenus aussi, on voit sur la question du climat par les acteurs, pas seulement des acteurs scolaires, mais par d'autres acteurs, de travailler sur l'équipe, sur les questions de justice et de pouvoir travailler en partenariat. Ça peut permettre de soutenir et de pouvoir améliorer le climat scolaire, qui peut ensuite permettre de pouvoir résoudre le reste. Donc sur la question du harcèlement, alors harcèlement, on parle souvent en recherche de victimation, c'est-à-dire des expériences d'être victime. Et donc nous, ce qu'on va aller regarder, c'est les expériences et on va aller voir leur cumul, leur fréquence et leur intensité. Et donc c'est-à-dire que dans les expériences des élèves, ce qui a le plus d'impact négatif, c'est quand les faits sont répétés, quand ils se cumulent et quand ils sont d'intensité plus forte. C'est-à-dire, par exemple, ça on le voit en faisant les enquêtes par questionnaire et puis après en interrogeant les élèves, de ce qu'ils disent, c'est par exemple, si on se fait taper dessus ou si on se fait injurier, c'est pas agréable, ça peut être violent, donc c'est de la violence. Mais ce qui va être encore plus gênant, c'est si ça se répète toutes les semaines, par un élève ou par plusieurs élèves.
si en plus on nous vole des affaires dans notre trousse, si en plus on est mis à l'écart par les autres. Donc c'est vraiment le cumul de ces faits-là qui vont générer des expériences de victimation très négatives, et donc ce qu'on peut appeler aussi du harcèlement quand un fait, quand il y a une répétition. Et donc là c'est plus de l'expérience de l'élève, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement les mêmes élèves. Là on n'est pas sur les harceleurs ou ceux qui agressent, mais c'est vraiment de sa propre expérience. Si on a plusieurs expériences négatives, violentes, qui sont répétées, à ce moment-là, ça a un effet important individuellement sur beaucoup de choses, sur son estime de soi, et aussi sur ses capacités à pouvoir travailler, à être avec les autres. Ça génère tout un tas de traumatismes, mais c'est d'abord de cette expérience-là que ça a un effet. Donc là, par exemple, c'est le témoignage d'une élève. Voilà, on leur pose il y a des questions, et puis à la fin, dans le questionnaire, à la fin, ils peuvent dire certaines choses. Elle, ce qu'elle disait, c'est j'ai un ami qui me touche les fesses, et je lui dis souvent d'arrêter d'être chiant, que ça m'énerve, et malgré ça, il continue. Donc ça, c'est un témoignage où on voit qu'il y a beaucoup de... c'est assez complexe dans ce qui peut se passer. Ça peut être aussi dans des relations parfois amicales, mais qui peuvent avoir des effets négatifs. Et là, en plus, l'effet négatif, c'est que c'est répété, et que c'est possible que ça soit répété. Et sur les questions de harcèlement, souvent, ce qui se joue dans les espaces collectifs, c'est ce qui est permis et ce qui est admis par le groupe. Et il y a beaucoup de comportements, d'éléments qui jouent sur des normes. C'est-à-dire, si c'est normal, on peut en attendre, et ben ça va être permis, on va pouvoir le faire. Et si finalement c'est moins attendu, ou si finalement le groupe l'accepte moins, et ben finalement on va avoir une réduction de ces comportements-là. Et donc, c'est ce que disent les élèves. Les élèves, quand on les interroge en groupe, dans les témoignages qu'ils peuvent dire, et quand on compare d'un groupe à l'autre ou d'un établissement à l'autre, dans un établissement, il y a des choses qui sont pas très gênantes ou plutôt admises. C'est normal qu'on puisse se bousculer entre les élèves, de 3e ou 4e, ça se fait. C'était le cas quand on était en 4e, donc on est en 3e, on le fait. Et finalement personne ne dit rien. Et dans d'autres établissements, le groupe ou la communauté, c'est-à-dire pas seulement les adultes mais aussi les élèves, considèrent que c'est pas normal, et à ce moment-là ça peut jouer sur ce qui va être finalement ce qu'on va faire ou pas, et finalement ça peut réduire les comportements. Donc c'est d'abord sur le groupe et ce qui peut être admis et ce qui se travaille à l'ensemble. Et donc là, sur ces questions-là, on voit quand on discute avec les élèves, il y en a qui disent bah oui, les garçons touchent les fesses des filles. Bon, c'est vrai que c'est pas super, mais voilà, ça se fait. Et puis il y en a qui rigolent. Et dans d'autres établissements, il y a des élèves qui vont dire bah non, ça se fait pas. S'il y en a un qui le fait, on dit voilà, ça se fait pas ou tu le fais pas. Et donc finalement, on peut avoir moins ces comportements-là par la réaction du groupe. Donc après, alors ça c'est les enquêtes qu'on passe. Alors c'est des constantes qu'on voit. On avait la question tout à l'heure. Alors ça dépend toujours de la définition qu'on retient du harcèlement ou des expériences de victimation. Nous, ce qu'on fait dans nos enquêtes et qu'on fait maintenant depuis une vingtaine d'années, donc on l'a répliqué beaucoup de fois et puis on a comparé avec des résultats dans d'autres pays. On distingue des stades de victimation, avec des victimations répétées et des victimations graves. Les victimations graves et intenses, c'est quand on a beaucoup d'expériences de victimation qui sont multiples et qui sont répétées. Et 8 à 12%, ça c'est les victimations, c'est-à-dire des répétitions qui sont pas les plus graves, mais qui sont régulières. Et donc on a, selon les échantillons, entre 8 et 12% d'élèves qui se disent touchés par les questions de victimation répétées. C'est-à-dire qu'ils vont répondre plusieurs fois, que de temps en temps ils reçoivent des coups, ils se font insulter. Donc les fréquences restent faibles, mais elles sont là et elles sont cumulées. Et donc avec 10 à 30%, donc là c'est pareil selon les endroits, d'élèves qui sont
auteurs et ou victimes, donc 10 à 30% d'élèves qui sont concernés par ça. Avec aussi donc la question d'être auteur, ça peut être aussi, donc il y a des enquêtes où on le demande, ça peut être un élève qui à un moment donné va répondre à des insultes, va voler quelque chose dans la trousse de quelqu'un d'autre. On n'est pas sur des harceleurs qui le font nécessairement de façon répétée, de façon très forte. Parfois ça peut être diffus, mais ça contribue à l'expérience des élèves. Donc ce qu'on constate là de manière plus générale et de faire un état, si on fait un état de ce qu'on connaît du harcèlement et des recherches en France au regard de la littérature internationale, c'est qu'on a un retard, donc on a vu c'est apparu comme problème public aux alentours des années 2010, et bien là-dessus on n'est pas très bon parce que ça a apparu bien avant comme préoccupation et comme problématique dans d'autres pays. On a eu plus rapidement des enquêtes pour mieux comprendre le phénomène, des changements dans les fonctionnements, notamment des établissements scolaires, du travail avec des acteurs extérieurs à l'école, de tester et d'expérimenter des programmes. Pour ça, on a du retard qu'on est en train de rattraper, mais voilà, il y en a qui sont beaucoup en avance. J'y reviendrai un petit peu dessus. On constate que c'est un problème mondial, ce n'est pas spécifique à la France. On le trouve dans tous les pays, alors avec des fonctionnements différents qu'on a été enquêtés, puis on voit un peu des différences qu'il peut y avoir en termes de harcèlement et de violence, mais c'est quelque chose qui touche l'ensemble des systèmes scolaires. Ensuite, ce qu'on constate aussi, c'est que finalement, ce que montre la littérature, c'est que l'approche par programme, finalement, elle fonctionne pas très bien, ou du moins, elle est utilisée trop régulièrement. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, les programmes peuvent fonctionner à un endroit, mais pour pouvoir les utiliser ailleurs, il ne faut pas les prendre tels quels, mais voir comment ils ont été développés. Et souvent, un programme, il a été développé selon un certain contexte, avec des constats qui ont été faits, qui ne sont pas les mêmes d'un lieu à l'autre. Et si on fait une enquête et qu'on essaie de développer quelque chose ici dans un collège de Tarbes, par exemple, eh ben, ce ne sera peut-être pas les mêmes protocoles, les mêmes modes d'action qu'on mettra en place qu'un collège à Bordeaux ou à Créteil, par exemple. Et même entre deux collèges de Créteil, ça ne sera pas exactement la même chose, parce que ça dépend vraiment du contexte de la communauté, des élèves, de ce qu'on y fait, de ce qui pose problème et de comment on peut tenter de le résoudre. Donc si on veut travailler à partir des programmes, il faut pouvoir voir quelle démarche il faut pouvoir reprendre, et que souvent les programmes tels quels, comme ça, finalement, on a une grande variation de réussite et d'efficacité des programmes, parce que ça dépend vraiment du contexte dans lequel ils sont mis en place. Sur la question du cyberharcèlement, donc on l'a évoqué un peu tout à l'heure, donc on commence à avoir des enquêtes. Alors là c'est pareil sur la question des problèmes, des problématiques. La question du cyberharcèlement, elle est arrivée plus tard aussi, puisque les réseaux sociaux et les espaces numériques dans leurs usages sont arrivés à une autre période. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a déjà une grande proximité entre le harcèlement et le cyberharcèlement. C'est pas un phénomène qui est différent, il change sur certaines choses, mais c'est les mêmes processus, c'est les mêmes effets, c'est souvent les mêmes victimes, et souvent c'est pas hors sol. C'est-à-dire que s'il y a du cyberharcèlement, ça s'appuie déjà sur des phénomènes qui sont présents dans des espaces physiques. Une ou un élève qui se fait harceler en ligne, souvent, ça se passe aussi dans l'établissement scolaire, et donc ça vient pas seulement des espaces en ligne. Bon, ça déjà c'est important, parce que c'est pour dire qu'on a la main là-dessus, on sait ce qui se passe aussi quand on travaille dans les établissements scolaires, et qu'on peut aussi voir ce qui peut se passer, le percevoir et agir dessus, et c'est pas seulement dans des espaces qui nous échappent complètement. Les différences, c'est sur l'anonymat, là où il y a des choses qui changent, et sur l'effet tsunami, parce qu'on a travaillé sur une recherche et un rapport en ligne qui a donné lieu à
une publication notamment sous la direction de Ségolène Couchot-Chilex et Benjamin Manière. Et dans le rapport et dans l'ouvrage, on montre qu'il y a un effet tsunami, c'est-à-dire que là, les faits, par contre, sont plus rapides, sont plus forts et peuvent avoir une intensité beaucoup plus forte pour une personne que ce qui se passe dans l'espace physique. Donc ça, c'est la différence la plus importante, donc la diffusion augmente. Donc voilà, il y a rarement de cyberharcèlement sur harcèlement. Et il y a plus d'enfants qui sont touchés par le harcèlement en présentiel. C'est-à-dire que souvent, en fait, parmi ceux qui sont touchés par le harcèlement, il y en a moins qui sont touchés en ligne, mais ils sont touchés de façon beaucoup plus forte. Et enfin, donc sur donc la recherche, donc ça rejoint la question des programmes ou des recettes. Donc ce que montre la littérature internationale, c'est que les dispositifs doivent pouvoir s'appliquer au niveau du local pour pouvoir les adapter. Ce que disent aussi les recherches sur la question du harcèlement, c'est qu'on constate que les enfants victimes se confient peu aux adultes, donc ça rejoint une question qu'on identifiait tout à l'heure. Ils se confient peu aux adultes, ils n'osent pas aussi parce que c'est dans des espaces où les adultes sont aussi des enseignants, sont des principaux, des chefs d'établissement, des directeurs ou des directrices d'école qui ont aussi un autre statut et on ne va pas se confier facilement aux adultes. Souvent, dans les réponses des élèves, les adultes à qui on se confie le plus, c'est dans les établissements d'enseignement secondaire, la vie scolaire, donc les assistants d'éducation avec qui on ose plus. Donc il y a aussi ce travail-là à faire. Il y avait la question tout à l'heure sur laquelle on n'était pas d'accord à qui il vaut mieux se confier. Il faut voir comment on peut arriver à ce que les élèves soient en confiance pour aller se confier à un adulte, et si c'est dans un établissement scolaire, quel qu'il soit, après l'adulte va pouvoir relayer à la personne compétente ou identifiée sur cette question-là. Mais il y a vraiment cette question de confiance qui est à travailler pour qu'on puisse avoir le fait de se confier et puis pouvoir identifier et relayer l'information. Et les enfants victimes ne se désignent pas comme harcelés si on leur demande. La plupart du temps, ils ne disent pas être harcelés. Alors, quand on leur demande dans leur expérience, finalement, on voit qu'ils le sont. Donc c'est aussi pour ça que dans les enquêtes, on ne demande pas aux enfants « est-ce que tu es harcelé ?» On leur demande leur expérience et tous ces éléments-là pour voir s'il y a répétition et accumulation. Il y a de nombreuses situations qui ne sont pas repérées par les adultes. Et donc il y a ce travail-là à pouvoir faire. Quand on fait des enquêtes, il y a toujours beaucoup plus de situations qui sont remontées par les élèves de façon anonyme quand on fait des enquêtes que celles qui sont en connaissance des adultes. Donc ça fait partie des leviers et puis des éléments à travailler. Et parfois, quand des situations sont identifiées, enfin même pas parfois, mais de temps en temps, des adultes peuvent ne pas réagir pour plusieurs raisons. Les premières, donc il y a toujours ces questions d'enjeux éducatifs ou scolaires. Alors là, c'est des choses qui changent et qui se réduisent. Donc peut-être que tout ce travail fait de sensibilisation sur les questions de harcèlement font bouger les choses dans ce qu'on peut faire dans nos représentations. Mais c'est des choses qui sont quand même encore importantes. Donc de voir, il y a toujours le débat de où est-ce qu'on se situe dans notre fonction, notamment en tant qu'enseignant, et donc à quel point on peut aborder ces questions-là. La deuxième, on a l'impression que cette question du cyber sur lequel on a peu la main, on sait peu ce qui se passe, et donc finalement on ne sait pas trop comment agir. Et on peut avoir une saturation aussi face au harcèlement, à pas savoir comment travailler sur cette question-là, même si ça, c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Et quand les adultes réagissent, ça n'entraîne pas forcément d'amélioration pour les victimes. Donc pour ça, il y a 2 points. Donc le premier, ce que montre la recherche, c'est que le registre sécuritaire est contre-productif. Donc si on insiste sur l'entrée sécuritaire, ça ne change rien dans ce qui se passe dans les établissements et dans les expériences des jeunes, et notamment avec leur statut d'élève, et qu'il y a 2 entrées qui sont très importantes quand on parle de harcèlement. La première, c'est l'intervention sur la situation individuelle. Quand on est au courant de quelque chose,
agir auprès de l'élève ou auprès du jeune qui est victime, donc l'intervention individuelle. Et la deuxième, c'est l'intervention collective pour deux choses. La première, c'est parce que s'il y a cette situation-là qui est arrivée, c'est pas parce qu'on va régler la situation individuelle qu'on va résoudre le contexte qui a permis de la faire émerger. Et donc c'est là où on doit travailler sur le climat scolaire pour pouvoir l'améliorer et donc réduire les situations d'émergence du harcèlement et les questions de violence. Et donc c'est en résolvant une situation, on ne va pas résoudre ce contexte-là. Et donc il y a des éléments qui ont permis que ça émerge et donc il faut pouvoir les travailler, les résoudre. Et ça passe nécessairement par le collectif ou par l'ensemble du collectif et aussi par les élèves ou par le collectif de pairs. Et donc le point important sur les questions du harcèlement, c'est de pouvoir d'abord travailler et soutenir le climat scolaire pour pouvoir donner plus de levier aux adultes pour pouvoir agir et être attentifs à ces situations-là, et aussi pour que le collectif de pairs, donc les élèves et donc les jeunes, selon les espaces où on se trouve, puissent pouvoir agir aussi et donc pouvoir participer à la prévention. Ça, je peux passer rapidement. C'est aussi un des bilans des recherches qui montrent que parmi les points importants, il faut pouvoir expliciter et travailler directement sur un harcèlement, donc c'est-à-dire pas passer par d'autres voies et en faire une question de prévention aussi pour que les élèves soient au courant et puis puissent être attentifs à ces questions-là. De pouvoir privilégier des actions sur des durées, des intensités longues, c'est-à-dire que les actions courtes ont peu d'effet. Donc voilà, les actions collectives et prises en charge individuelle, j'ai passé. Je peux passer rapidement sur les questions d'alliance éducative. Donc on voit que la question du collectif, donc là c'est plutôt les recherches, elles renseignent davantage sur ce qui se passe dans l'école, et aussi parce que c'est le lieu principal de socialisation des jeunes qui sont en âge d'être scolarisés, mais qui peut se passer aussi d'autres choses dans d'autres espaces collectifs où vont les jeunes, et aussi parce qu'on le voit, c'est d'abord la question collective de comment on travaille au climat scolaire sur lequel l'école a à faire, mais pas seule, et on peut s'appuyer sur le partenariat pour pouvoir travailler avec l'ouverture de l'établissement sur la communauté, mais aussi de pouvoir travailler sur la question du climat scolaire par des interventions et des interventions partenariales avec d'autres acteurs et actrices, notamment du champ de l'éducation. Rapidement sur la question du partenariat, on parle maintenant plutôt d'alliance éducative. Alors ça peut rester flou dans l'usage. Les alliances éducatives, ce qu'on entend dans cette dénomination, c'est plutôt des partenariats qui sont ciblés sur des problématiques qu'on a identifiées. Parfois, c'est un vocable qui est utilisé, qui dit peu finalement ce qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est la difficulté de l'usage de ces termes-là, où il faut voir ce qu'il peut y avoir derrière. Donc derrière, quand on nomme, il y a cette question-là, d'avoir identifié un problème, donc de pouvoir se mobiliser à plusieurs avec différents champs de compétences. Donc, le problème peut être la question du harcèlement, et de bien prendre le temps de se concerter pour identifier quel est le problème, pour pouvoir après voir comment on peut agir dessus. Et souvent, quand on mène des recherches auprès de collectifs, c'est des étapes par lesquelles on ne passe pas forcément, et on reste sur des objectifs généraux, soutenir le climat scolaire, assurer la réussite des élèves, soutenir ou assurer l'intérêt supérieur de l'enfant, mais on ne dit pas précisément de quoi il en retourne, comment on s'entend sur ces termes-là. Et entre des enseignants, des travailleurs sociaux, qui peuvent être des éducateurs ou des éducatrices, des animateurs ou des animatrices, on ne met pas les mêmes choses derrière les mêmes termes, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes pratiques, on ne vise pas les mêmes choses, et donc il faut pouvoir expliciter ce qu'on va viser ensemble, se mettre d'accord pour pouvoir après le travailler.
Et aussi, donc peut-être pour finir sur ces questions d'alliance, parmi les points d'attention aussi, et qu'on peut trouver aussi quand on mène des recherches sur ces questions-là, c'est que parfois on peut être amené à se concentrer sur le fonctionnement, l'organisation du partenariat, de l'alliance avec qui on travaille, comment on se concerte, comment on se coordonne, sans aller voir finalement les finalités sur lesquelles on aurait dû s'accorder au départ. Et donc c'est-à-dire si la finalité est de pouvoir prévenir ou réduire les situations de harcèlement, est-ce qu'on y arrive bien? Si on vise à soutenir la réussite scolaire des élèves, est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent de dire que oui, effectivement, il y a moins de difficultés scolaires, ils apprennent davantage, et c'est un biais qu'on retrouve aussi dans les recherches, où parfois les recherches vont se focaliser sur les partenariats en train de se faire, mais sans voir finalement les effets qu'ils peuvent avoir sur les premiers concernés, qui sont les jeunes ou les élèves, et de voir qu'est-ce que ça apporte en termes d'apprentissage, en termes de questions de violence et de résorption des expériences de victimation, par exemple. Et donc pour conclure donc sur ces différentes questions, donc sur les questions de harcèlement et notamment de lutte contre les violences, on voit que c'est d'abord une affaire d'adultes, et donc de pouvoir s'organiser et de pouvoir travailler sur un climat qui permet leur réduction. Que les événements négatifs ont plus d'impact que les événements positifs, donc ça peut demander plus de temps aussi pour avoir des effets. Donc voilà, de pouvoir améliorer le travail collectif, qui est un des piliers, un des plus importants dans les lieux collectifs qui accueillent les enfants. Que les questions d'agir à l'échelle locale sont importantes pour pouvoir adapter les actions en fonction des diagnostics qu'on pose, mais qu'après il faut pouvoir être attentif à différentes spécificités. Donc les contextes de scolarisation, par exemple, comment se passent les scolarisations pour pouvoir prévenir les questions des violences, de voir comment on peut adapter les programmes nationaux et de pouvoir les adapter localement. Et parfois aussi on peut avoir des actions locales qui sont finalement là pour pouvoir aborder d'autres questions, et donc il faut voir si l'action vise bien à répondre à ce qu'on a identifié. Et enfin, donc, la prévention et la lutte contre le harcèlement. Donc bien avoir en tête aussi qu'il peut y avoir des confusions entre violence et harcèlement, c'est pas la même chose. Alors, il faut pouvoir travailler sur les deux, mais on peut avoir des situations de violence qui ne sont pas du harcèlement, donc qui ne sont pas à appréhender de la même façon. Que le harcèlement, c'est pas récent, et donc on peut avoir aussi sur la question des violences, voir si ça augmente ou pas. Donc ce qu'on constate avec les chiffres quand on regarde maintenant sur les éléments statistiques qu'on a, c'est que les phénomènes de violence n'augmentent pas, et donc les phénomènes de violence numérique n'augmentent pas non plus ces expériences-là. Mais par contre, on y est plus attentif et on vise plus à les réduire, ce qui en même temps peut avoir l'impression d'avoir un phénomène qui augmente, ce qui gêne en plus, ce qui peut gêner encore plus les motivations et les énergies pour le faire. On peut avoir l'impression d'être peu efficace, de ne pas y arriver, mais si c'est des phénomènes sur lesquels on se concentre de façon assez récemment, qu'on commence à comprendre, et pour lesquels il faut pouvoir s'organiser collectivement, on a envie d'agir vite, mais c'est normal que ça prenne du temps, surtout sur ces questions complexes aussi, sur lesquelles finalement on avance. Et enfin, donc, parfois aussi sur la question du bien-être à l'école, on voit qu'il y a aussi des programmes ou des orientations à travailler sur le bien-être à l'école, donc qui peut être important, mais qui peut parfois mettre un peu de côté la question des apprentissages, la question de la réussite des élèves. Et donc il faut voir dans les programmes ce qu'on met en place, est-ce que ça permet de pouvoir garantir, si on est sur l'école, les fonctions de l'école qui sont celles de l'instruction, de l'éducation et d'être attentif à la socialisation qui s'y
Voilà, là c'est des quelques, enfin je pourrais laisser le diaporama, hein, quelques références qui sont précises, sur lesquelles, qui reviennent sur plusieurs rapports ou ouvrages qui font un état concentré, qui font des revues de littérature, puisque maintenant c'est une littérature qui est assez dense, qui commence à se densifier en France, qui est assez dense à l'international, et qui permet de mieux percevoir aussi par les comparaisons comment on peut comprendre ces phénomènes et puis quels leviers on peut avoir pour les réduire, pour enfin les résoudre. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et puis on peut échanger.